Richard a poussé la porte et a dit que Faye était debout dans le coin de la pièce, dans le noir, face au mur. Elle se dressait sur ses orteils, traînait ses mains et ses ongles sur le mur et se parlait à elle-même. Le dos tourné au gars, elle disait « Oh, leur peau est si parfaite. Lequel? Mets-le dans le trou. » Richard a vu quelque chose par la fenêtre et s'est précipité vers elle. Jason est entré dans la pièce et a tendu la main sur l'épaule de Faye, mais elle s'est retournée rapidement et a couvert son visage avec ses mains. Ses yeux étaient ouverts, ce qui est inhabituel pour elle quand elle est somnambule. Ensuite, et ce sont les mots exacts que Jason a utilisés, elle a commencé à parler avec la voix d'un petit enfant. Elle a émis des sons de gémissements et de pleurs et s'est balancée d'avant en arrière sur ses pieds, en berçant ses bras, comme si elle tenait un enfant. Puis elle s'est retournée et a recommencé à gratter le mur, toujours en murmurant avec la voix de l'enfant, en disant des choses comme « C'est Faye, je ne peux pas te voir, tu es dans les arbres ou dans le trou ?» Puis elle s'est remise à chanter. Richard a dévalé les escaliers et est sorti par la porte d'entrée, fonçant vers la rangée d'arbres. De la fenêtre, il avait vu un petit enfant, marchant sur la pointe des pieds, agitant ses bras en l'air. Au téléphone, il m'a dit qu'il pouvait l'entendre chanter, pendant qu'il le regardait par la fenêtre. Lorsque Richard s'est éloigné d'environ 20 mètres de l'enfant, celui-ci s'est mis à courir sur la pointe des pieds, se dirigeant droit vers les arbres. Richard l'a poursuivi, mais il faisait trop sombre pour qu'il puisse le suivre, et il a perdu l'enfant au bout d'un moment. Il a erré pendant quelques minutes, fouillant la zone, et a fini par entendre la voix d'un homme adulte. Richard dit qu'il a vu un homme énorme, debout, à environ 10 mètres, complètement nu, regardant dans les arbres. Il avait des lacérations ou des marques noires sur tout son corps. Richard mesure environ 1,80 m et pèse 95 kg, et a dit que ce type était beaucoup plus grand que lui. Il a dit que l'homme était parfaitement immobile pendant plusieurs secondes, puis qu'il a commencé à tourner la tête, à faire craquer son cou bruyamment, et à émettre des gargouillis et des marmonnements. Je suppose que Richard était paralysé par la peur, car il affirme être resté là pendant 1 minute ou plus, avant de courir comme un dératé vers la maison. Alors qu'il se retournait pour sortir de là, l'homme a lancé un long « Hello » et sa voix s'est transformée. C'est devenu ma voix. Richard a dit que la chose dans les bois a appelé ma voix plusieurs fois, alors qu'il fuyait, gémissant « S'il vous plaît, aidez-moi, et ils vont me tuer ce soir. » Jason dit qu'il n'a rien vu, ni entendu par la fenêtre. Seulement Richard qui courait à l'intérieur, blanc comme un cachet d'aspirine, terrorisé. Il a dit que Richard avait pleuré. Pendant qu'il parlait dans le salon, Faye était assise en haut de l'escalier, regardant simplement, bien éveillée, avec un petit sourire sur le visage. Le lendemain matin, ils l'ont emmenée à son rendez-vous chez le psychiatre, le premier de sa vie, et j'espère avoir bientôt des nouvelles à ce sujet. Ça me tue de ne pas être là avec elle maintenant. Je suis toujours coincé à Pikes Peak. C'est comme si cet endroit ne voulait pas que je parte. Le poste de garde forestier a fermé tout le réseau routier de la montagne à cause de l'énorme tempête qui est arrivée, et il y a des alertes aux avalanches. La route que j'emprunte pour sortir d'ici est complètement gelée, et une partie de la route a subi un effondrement de neige. Je suis en contact avec le garde forestier, et il m'assure qu'il travaille à faire dégager les routes chaque fois qu'il cesse de neiger. J'ai raté mon vol, mais heureusement ils m'ont donné un ticket, donc je peux me rendre à l'aéroport dès que je le peux. J'ai de quoi manger, et l'électricité ici est étonnamment fiable, donc je suis au chaud. Le Wi-Fi est en panne pendant 5 à 10 heures d'affilée par contre. Je progresse sur Donkey Kong Country 2 et Secret of Mana sur la Super Nintendo, et j'écris sur mes expériences ici pendant mon temps libre. J'ai aussi glissé sur les marches glacées du Porsche, et je suis tombé sur le côté. Alors j'ai un énorme bleu et ça fait très mal, mais seulement quand je respire. Ça devrait aller. Un redditeur m'a demandé si la cabane avait un sous-sol, et je n'avais jamais pensé à vérifier. Dehors, sous le manteau neigeux, et à moitié recouvert de vieux bois coupés,
J'ai trouvé une petite porte verrouillée. La clé était dans le placard de la cuisine, et il s'avère qu'il y a une cave de taille décente sous la maison. À l'intérieur, j'ai trouvé une tonne de trucs flippants. Il y a un paquet de longs cheveux noirs, plusieurs douzaines de bocaux, avec des trucs pourris dedans, des tonnes de vieux livres des années 60 et 70, et beaucoup de magazines porno. Il y a aussi beaucoup de brindilles et de fils, tout le matériel nécessaire pour fabriquer un attrape-rêve, comme celui qui est accroché à la limite des arbres derrière la cabane. Je n'ai touché à rien, j'ai juste décarpi de là. J'ai pensé à quelque chose que l'un d'entre vous m'a dit l'autre jour, qui était « As-tu considéré que ce n'est pas du tout un attrape-rêve ?» Et il a raison. Je ne suis pas un expert en symbologie amérindienne ou en artefacts. Ça ressemble juste à un attrape-rêve pour moi. Alors je l'ai appelé comme ça tout ce temps. Tiwé ne l'a pas appelé comme ça. Il a juste dit de ne pas le toucher. Je me demande si cette chose attire l'imposteur au lieu de l'éloigner. Il pourrait marquer la maison. J'ai envie de le déplacer pour une nuit, pour voir ce qui se passe. Après tout, Tiwé a béni la cabane entière, donc je me sens en sécurité. Et j'ai un Magnum 357, au cas où les feuilles ne me protègent pas. Aux environs de 9h30, on a frappé à la porte. J'ai attrapé le pistolet, soupçonnant une autre rencontre avec l'imposteur. Il neigeait légèrement, et il faisait sombre. Alors j'ai pensé que le soleil était suffisamment caché pour que la créature veuille bien sortir des bois. Mais alors j'ai entendu des voix familières, parlant joyeusement. J'ai regardé par la fenêtre, et à ma grande surprise, c'était Tiwé et son fils Nathan. Ces durs à cuire avaient marché dans la neige depuis le poste de garde forestier pour venir me voir. Je les ai fait entrer, et ils m'ont fait du thé. Je ne peux pas vous dire à quel point j'étais heureux de les voir. Tiwé m'a apporté son propre attrape-rêve. Il l'a fait spécialement pour moi et m'a dit que je devais l'accrocher à côté de celui qui donne la chair de poule. Il est très coloré et orné. Je peux dire qu'il a passé beaucoup de temps dessus. Il y a même 2 belles plumes de faucon qui pendent, qui, selon Nathan, représentent la liberté et l'absence de limites. Il réitère l'importance de retrouver la bague de fiançailles que Faye a perdue et bénit à nouveau la maison. J'ai essayé de les faire rester plus longtemps, mais ils devaient redescendre de la montagne avant que la tempête ne se lève, et m'ont dit que je devais venir avec eux. Nous savions tous que je ne le ferais pas. Si je partais avec eux, j'aurais laissé le camion de Greg, et je n'aurais jamais trouvé ce que je suis venu chercher. J'ai dit au revoir, et Tiwé m'a pris dans ses bras. J'aurais aimé que ce type soit mon grand-père. J'ai fait une sieste après leur départ. J'ai trouvé comment dormir sans être interrompu par les fichues voix de la forêt. De 6h à 15h, c'était plutôt calme dehors, alors je fais des siestes par intermittence. Mais quelque chose de vraiment mauvais s'est produit cette fois. Je me suis réveillé en ouvrant la fenêtre de la salle de bain. Je n'ai jamais été somnambule de toute ma vie. Faye dort à côté de moi depuis 5 ans, et elle dit que je ne bouge pas, je ne parle pas, je ne ronfle pas, je ne tire pas les draps. Je suis le compagnon de lit le plus agréable sur Terre. Mais quand je suis revenu à moi, j'étais debout à côté des toilettes, les 2 mains faisant levier pour ouvrir la fenêtre gelée. Elle était ouverte de 5 cm, et c'est le vent glacial sur mes doigts qui m'a réveillé. Je l'ai refermée, et j'ai vérifié toutes les fenêtres, m'assurant qu'elles étaient bien fermées, puis je suis retourné me coucher. J'ai traîné l'une des chaises du salon avec moi dans la chambre, et l'ai appuyée contre la porte, de façon à la faire tomber si je me levais à nouveau. Cela n'a pas fonctionné. Vers 13h, je me suis réveillé devant la porte d'entrée et je me suis vu l'ouvrir. Les forts gémissements qu'elle a émis m'ont fait sortir de ma stupeur. J'ai claqué la porte et regardé par la fenêtre à côté, priant pour que rien ne m'attende à la limite des arbres. Je n'ai rien vu. Puis je me suis souvenu que j'avais fait un rêve. Des images d'un énorme trou creusé dans la montagne sont apparues dans mon esprit. De la neige et des branches s'étaient accumulées tout autour de l'entrée, et une noirceur béante et impossible émanait de l'intérieur. Dans le rêve, je suis resté là, à contempler le visage vide de l'abîme, en écoutant les faibles cris de Faye.
Je me suis assis sur le canapé et j'ai pleuré pendant environ une demi-heure. J'ai pensé à ce que nos vies étaient devenues et à quel point elles me manquaient. J'ai pensé à tous les rêves que nous avions de notre avenir, aux choses qui ne pourront jamais se réaliser si je ne trouve pas le moyen de la sauver. J'ai pensé à toutes les promesses que je ne pourrai jamais tenir si je meurs ici. J'ai décidé qu'il serait préférable d'accrocher l'attrape-rêve le plus tôt possible, car les nuages se sont dissipés pendant un moment et il y avait une belle éclaircie. Je me suis équipé et j'ai traversé la neige avec le cadeau de Tiwé et je l'ai accroché à une branche à environ 1 mètre de l'autre. Et c'est là que je l'ai vue. La bague de fiançailles de Faye. Elle pendait là, juste devant moi, comme pour me narguer. Quelqu'un l'avait tissée dans les fils de l'attrape-rêve. Je suis resté là pendant un long moment, juste entre les deux objets. Je n'arrivais pas à savoir si une force bienveillante m'accordait une faveur, ou si j'étais nargué par les êtres qui hantent mes pas depuis mon arrivée sur la montagne. Pour récupérer l'anneau, je devais non seulement toucher, mais aussi détruire cet effrayant attrape-rêve. J'ai eu l'idée d'aller demander à NoSleep ce que je devais faire, mais je craignais que si je m'absentais ne serait-ce qu'une seconde, l'anneau aurait disparu à mon retour. Alors j'ai essayé de résoudre l'énigme par moi-même. Comme je regrette de ne pas avoir apporté le téléphone satellite avec moi. Après quelques minutes passées là, je me suis dit que l'attrape-rêve de Tiwé ferait probablement tout aussi bien l'affaire pour me protéger, si c'était bien la fonction d'origine. Je me suis également dit que s'il était maudit ou autre, le toucher ne pourrait pas être pire que de laisser l'anneau là et de permettre à Faye d'être complètement consumée par sa folie. Si l'anneau a quelque chose à voir avec les créatures qui nous contrôlent, Faye et moi, pendant notre sommeil, alors le récupérer est une priorité. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai cassé cette chose fragile en deux et j'ai récupéré ma satanée bague. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre ? Coïncidence ou pas, j'ai remarqué quelque chose du coin de l'œil. C'était une personne, debout dans la neige, à côté d'un arbre, à environ 6 mètres de mon côté gauche. J'avais tellement peur que je ne l'ai pas regardé directement. Je l'ai simplement observé dans ma périphérie, en priant qu'il ne m'ait pas remarqué. C'était un homme aux cheveux noirs et gris, et aux vêtements sombres, qui se tenait loin de moi. Sa tête était inclinée vers l'arrière, et il regardait la cime des arbres. Ses membres avaient l'air mutilés, tordus et allongés, même sans le regarder. J'ai glissé l'anneau dans ma poche aussi lentement que possible, en essayant de ne pas faire de bruit, et pendant que je le faisais, l'homme s'est déplacé en clopinant et m'a fait face. Je n'avais vraiment pas envie de le regarder. J'ai juste fermé les yeux. Je pouvais sentir son regard sur moi. Il a commencé à gargouiller et à faire des bruits de gorge, puis a dit d'une voix si menaçante que je ne peux même pas commencer à la décrire. « Félix, je te connais, Félix. » Encore et encore. Je suis parti en courant et en criant comme une chauve-souris sortie de l'enfer. J'ai hurlé tout le chemin du retour jusqu'à cette putain de cabane. J'ai barricadé la porte d'entrée avec le canapé et j'ai brûlé la moitié de la sauge qui me restait. J'ai même prié, une vraie prière. Je n'ai pas fait ça depuis que j'ai 15 ans. J'ai vraiment du mal à écrire cette dernière partie. Il m'a fallu des heures pour la terminer, car je n'arrête pas de me lever pour me distraire. Le garde forestier ne répond pas à son téléphone, et il n'y a personne à la station. Peut-être que le courant est coupé. Je ne sais pas ce que j'ai fait en cassant cet attrape-rêve, et je ne sais pas comment va se passer cette nuit. Mais Faye, si jamais tu lis ceci, et si quelque chose m'arrive, n'oublie pas, ta tendresse, ta peau douce, et tout ce dont j'ai besoin. Tu es ma raison de vivre. Avant de vous laisser, je dois vous dire quelque chose dont j'espère désespérément que ce ne soit pas vrai. L'homme que je viens de voir dehors est Tiwé. Les choses sont devenues hors de contrôle ici à la montagne. J'ai pris une décision qui a tout changé et qui a failli me tuer. Seul le temps nous dira si c'était le bon choix à faire.
Mais pour l'instant, j'assemble tout dans ma tête et j'essaie de me convaincre que je suis à un pas de résoudre tout ça. J'ai détruit l'étrange attrape-rêve qui pendait sur une branche derrière la cabane depuis que Faye et moi sommes arrivés à cet endroit. Personne ne sait qui l'a fait, à quoi il sert, ou pourquoi il est sur le côté de l'arbre qui donne sur les bois, plutôt que sur le côté de la maison. J'ai trouvé toutes les fournitures pour en fabriquer un autre identique, enfermé derrière la porte de la cave que quelqu'un a essayé de cacher il y a quelques années. Mais quand j'ai cassé l'attrape-rêve, j'ai appris tout ce que j'avais besoin de savoir. T-Way est mort. Beaucoup de gens ont affirmé le contraire, mais j'en suis certain. Je l'ai vu accaparé par cette chose macabre qui rôde dans ces bois. C'était en plein jour, et son visage mutilé m'a fait réaliser ce que je ne voulais pas accepter. Je suis vraiment seul. Plusieurs rééditeurs ont émis l'hypothèse que cette chose ne se montre que la nuit, et qu'elle se détourne toujours de moi, parce qu'elle ne peut pas paraître humaine de manière convaincante, pas sans l'aide de personnes récemment décédées. T-Way l'a confirmé lors de sa première visite à la cabane. Mais quand j'ai détruit cet attrape-rêve, il était là, fièrement déguisé dans la peau de T-Way. De plus, en plein soleil. Je ne peux même pas imaginer ce que son fils Nathan doit ressentir s'il est encore en vie. Ils sont retournés à pied de la cabane au poste des gardes forestiers, sachant qu'une tempête se préparait. Je suis sûr que c'est à ce moment-là que T-Way est mort. Quand je suis retourné dans la cabane, j'ai complètement perdu la tête. J'ai barricadé la porte et les fenêtres avec tous les meubles que je pouvais, mais il n'y avait pas assez de choses dans cette petite cabane pour me protéger. Alors je me suis assis par terre, contre le lit, serrant le pistolet, souhaitant en quelque sorte que mon sombre visiteur vienne me tuer. Mais bien sûr, c'est pas explique. La mort n'est pas la pire chose qui puisse vous arriver ici. Alors la montagne a continué à me tourmenter. La nuit tombait et j'étais au bord de la rupture psychologique totale. Je n'avais dormi que 4 heures par nuit et fait quelques siestes ces 2 dernières semaines. Mon seul espoir de rédemption venait d'être transformé en marionnette. Et j'étais sur le point de découvrir ce qui se passe à la tombée de la nuit, quand l'attrape-rêve ne fonctionne plus. Et devinez ce que mon cerveau a décidé comme étant la meilleure chose à faire. Dormir. À n'en pas y croire, je me suis endormi. En fait, je pense que mon cerveau a tilté, parce que rien dans ce sommeil n'était reposant. Je suis tombé dans une spirale de cauchemar, à la minute où le soleil a plongé derrière la montagne. Et puis je me suis réveillé. J'étais dans mon lit, avec les draps remontés sur moi. Les lumières étaient éteintes, toutes, et plus rien dans les mains, alors qu'avant elles tenaient le Magnum 357 de Greg. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai supposé qu'il était possible que je me sois mis au lit moi-même. Après tout, je m'étais surpris à être somnambule 2 fois la veille. Mais il m'a fallu une bonne minute avant de réaliser qu'il y avait un bras enroulé autour de mon torse. Je n'ai pas eu la réaction à laquelle on pourrait s'attendre. La plupart des gens sortiraient du lit en hurlant, mais la première pensée que j'ai eue a été « Où suis-je » Mes parents ont divorcé quand j'avais 3 ans. Alors enfant, je passais quelques nuits par semaine chez mon père et quelques nuits chez ma mère. Parfois, je me réveillais dans le noir sans être sûr de la chambre dans laquelle je me trouvais. Il me fallait toujours une seconde pour me rappeler où j'étais. C'est la pensée qui a traversé mon esprit délirant. Peut-être que j'étais chez moi en Californie. Peut-être que j'étais dans la maison des parents de Faye, à Arvada. J'ai en quelque sorte roulé sous le bras et j'ai essayé de comprendre qui diable était couché dans le lit avec moi. J'avais dormi avec les lumières allumées ces dernières nuits, et je n'aurais jamais pu les éteindre après avoir vu la créature si près de moi, quelques heures auparavant. Le corps dans le lit à côté de moi m'était familier, sa chaleur, sa texture. J'étais presque sûr que c'était Faye, mais je n'arrivais toujours pas à me souvenir si elle était vraiment avec moi ici. Puis elle a parlé. Elle a traversé l'obscurité et a touché mon visage, et a dit « Qu'est-ce qui ne va pas, Pop-Tart ?» Oui, c'est en fait le surnom qu'elle m'a donné. J'adore les Pop-Tart. Je n'étais pas vraiment effrayé, juste submergé par la confusion. Je lui ai demandé où nous étions et pourquoi les lumières étaient éteintes.
Elle a mis sa main sur mon épaule et m'a dit « Chérie, on est à Pikes Peak. Il y a une tempête et le courant est coupé. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Je me suis levé du lit. Un sentiment d'effroi m'envahissait, de plus en plus lourd à mesure que je m'éveillais. Dès que les draps ont glissé, j'ai ressenti un froid glacial, plus froid que d'habitude. Le chauffage a dû être coupé pendant des heures. Seul un faible clair de lune passait à travers les fenêtres, et c'était à peine suffisant pour dessiner les objets dans la pièce. J'ai trébuché en cherchant la lampe de poche, totalement incapable de me rappeler où elle était, et j'ai dit « Pourquoi elle fait si froid? Tu as touché au chauffage ?» Faye a essayé de me faire revenir au lit. Elle m'a dit qu'il s'était éteint et rallumé plus tôt, et qu'il se rallumerait probablement bientôt. Elle ne semblait pas normale, mais sa voix était parfaitement claire, et sa peau totalement reconnaissable. Mais je ne pouvais pas me débarrasser de l'étrange sensation que j'avais. J'ai quitté la chambre et je suis sorti dans le salon. Il y faisait encore plus froid. J'ai tâtonné avec mes mains, et j'ai remarqué un fort courant d'air glacé venant du fond du couloir. Du salon à la salle de bain à l'autre bout du couloir, il n'y a qu'un pas, et de là où je me tenais, je pouvais voir la fenêtre de la salle de bain. Elle était grande ouverte. J'ai voulu crier, mais Faye est sortie de la chambre et s'est tenue dans le couloir entre moi et la salle de bain. Elle a dit quelque chose comme « Félix, tu te sens bien? Tu ne te souviens pas de ce qui se passe? Tu es malade ?» Je l'ai presque cru, car je me sentais définitivement étourdi et fiévreux. Mais cela pouvait aussi être le mélange entre la confusion et ce froid glacial. L'idée que ce n'était pas vraiment Faye a envahi mon esprit, et j'ai immédiatement regretté de ne pas savoir où étaient l'arme. Les seuls mots que j'ai pu trouver étaient « Qui es-tu? Pourquoi tu es ici ?» Faye est restée là, dans l'obscurité du couloir. La seule chose que je pouvais voir était un petit contour argenté de sa silhouette. Son visage était sombre, mais même si ses yeux étaient cachés, je pouvais les sentir brûler en moi, tout comme ceux de Tiwé quand j'ai trouvé l'anneau. J'avais l'impression d'être dans l'œil du cyclone. Tout était totalement calme, mais je savais que l'enfer était sur le point de se déchaîner. Il n'y avait pas un seul bruit dehors, pas de branches qui craquent, pas de vent hurlant, pas de voix qui gémissent. C'était comme si le temps s'était arrêté. Faye n'a pas bougé. Même lorsqu'elle parlait, elle se tenait là, très calmement. Elle a dit « Félix ». Ce n'était pas pour attirer mon attention. Ce n'était pas pour me convaincre qu'elle était vraiment ma fiancée. C'était une menace. Elle me rappelait qu'elle connaissait mon nom. Je ne comprends pas encore tout à fait quel est le pouvoir des noms, mais Tiwé et Nathan y croyaient, et de nombreux rééditeurs m'ont mis en garde. Quand elle a prononcé mon nom, je me suis senti plus petit qu'elle, bien que je mesure 30 cm de plus. « Tu te souviens du 5 ?» a-t-elle demandé. Elle n'a toujours pas bougé d'un pouce. Même ses cheveux ne se soulevaient pas avec ce courant d'air qui soufflait derrière elle. Je ne peux pas m'en souvenir. Pas dans cet endroit. Je ne savais pas comment répondre à ça. Je ne savais pas de quoi elle parlait. Tout ce que j'ai pu dire, c'est « Sors, tu n'es pas la bienvenue ici. » Encore une fois, Faye n'a pas bougé. Mais elle s'est éclaircie la gorge, et le son qu'elle a émis était environ 2 octaves plus profond que la voix de la vraie Faye. Elle a inhalé brusquement et a dit « Dis-moi ce que tu sais du chiffre 5. » Et c'est là que j'ai su. Je me suis rappelé où j'étais, quel jour on était, et exactement ce qui s'était passé jusqu'à ce moment. Mon imposteur était venu me prendre. Il n'avait plus besoin d'être invité. Je regrettais profondément d'avoir cassé cette attrape-rêve. Ma main a instinctivement glissé dans ma poche, et à mon grand soulagement, la bague de fiançailles de Faye était au bout d'un de mes doigts. Il n'y avait rien d'autre à faire. J'ai décidé de jeter l'éponge. Je me suis dit que mon heure était arrivée de toute façon, alors autant y aller courageusement. J'ai juste dit « Je sais qui tu es, et tu ne sauras jamais Faye. » Elle a fait un pas menaçant vers moi. Un gargouillis s'est échappé de sa gorge. Elle a inspiré à nouveau, plus lentement cette fois, et a demandé « Je veux savoir pour le chiffre 5. Dis-le-moi, Félix. » J'ai regardé autour de moi à la recherche d'une arme, mais je n'ai rien trouvé.
Le bloc de couteau était de l'autre côté du petit mur qui séparait le salon de la cuisine. Il n'y avait qu'un rouleau de sopalin à portée de main, mais en y repensant, j'étais tellement pris de terreur que j'aurais probablement pu la battre à mort avec. Je n'ai pas la moindre idée de ce que ce chiffre signifie, ai-je dit, et environ 5000 personnes en ligne n'en ont pas non plus. Personne ne sait, seul Faye le sait. Ma visiteuse a commencé à trembler de rage. Son visage était enveloppé d'un aura noir. Il y avait en elle un abîme sans fin qui me piquait les yeux. Mais alors j'ai réalisé quelque chose. Cette créature, quoi qu'elle soit, a eu accès à l'esprit de Faye pendant plusieurs heures chaque nuit. Peut-être depuis de nombreuses années. Peut-être même depuis sa première visite à la cabane, quand elle avait 5 ans. Et pendant tout ce temps, il n'a pas encore tout appris sur elle. Il ne pourrait jamais l'imiter parfaitement, car elle gardait certaines choses enfuies si profondément dans son subconscient, que même cette chose ne pouvait les trouver. Quelle que soit la signification du chiffre 5 pour Faye, c'est dans cet endroit profond qu'elle gardait le secret. Elle n'y allait même pas dans ses rêves. La partie suivante était très floue. J'ai dit quelque chose comme « Tu es celui qui lui parle dans son sommeil ». L'imposteur a hoché la tête. Puis j'ai dit « Tu lui demandes des choses, elle te répond. J'entends tout ce qu'elle dit. » L'imposteur n'a pas réagi. Puis j'ai poursuivi. « Tu lui as posé cette question, tout comme tu me la poses maintenant. Et elle répond toujours « Non, non, je ne peux pas te le dire. » Mon imposteur fit un nouveau pas en avant, traînant une main le long du mur, comme Faye l'avait fait tant de fois dans ses crises de somnambulisme. Il s'est redressé sur la pointe des pieds et s'est mis à trembler violemment. Il m'a dit « Je vais te faire parler ». Puis il a pris de grandes inspirations, essayant de contrôler sa rage. Il y a certaines émotions qui vous submergent quand vous êtes sur le point de mourir. Quand on est en danger et qu'on risque de mourir, la peur envahit tous nos sens et nous pousse à fuir, à se battre, pour se préserver d'une manière ou d'une autre. Mais passé ce stade, lorsque vous savez que vous allez mourir, cette peur disparaît. Cela m'est arrivé une fois lorsque, adolescent, j'ai été aspiré par une marée montante sur la plage pendant un hiver El Niño. À ce moment-là, je me suis demandé, mon corps reviendra-t-il un jour sur le rivage? Est-ce qu'ils sauront un jour ce qui m'est arrivé? À présent, je me trouvais devant l'imposteur et mon cœur a ralenti. Je n'avais plus froid. Je me tenais juste là, prêt à être déchiqueté à mort. J'étais satisfait de savoir que je n'avais pas donné à cette créature ce qu'elle voulait, et que je l'avais donc empêché d'utiliser ce savoir comme une arme contre Faye. Quoi que ce 5 signifie, cette chose en avait besoin pour prendre possession de ma fiancée, et je n'allais pas la laisser faire. J'ai rigolé. J'ai vraiment rigolé. Et j'ai dit, « Eh bien, tu n'as pas de chance, mon pote, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu pourras peut-être me le dire quand tu auras trouvé. » L'imposteur a ri en retour, avec ma voix, une imitation parfaite. Puis il a dit, « Très bien, alors nous n'avons plus besoin de toi. » Puis, il s'est jeté sur moi.